Voilà un orateur qui savait faire vibrer son public. Les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Voilà également un héros au destin tragique. Nous pensons que c'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. On dit parfois que nul n'est prophète en son pays, mais ce dicton s'applique mal au cas de Thomas Sankara. Pendant les quelques années où il a exercé les plus hautes responsabilités, il a donné à son public plus que de la confiance, une véritable foi. Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Et son rayonnement s'est étendu bien au-delà de ses frontières. Notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem. Ce rayonnement, il le doit à une rhétorique bien particulière, une rhétorique grâce à laquelle il a su rassembler, galvaniser, mettre en mouvement. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps ? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Mais sa rhétorique a également irrité. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein ? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Et la popularité qu'il a su gagner par le discours a fini par changer certains alliés potentiels en adversaires et des frères en ennemis. Lorsque Thomas Sankara est assassiné en 1987, le soupçon plane sur son ancien meilleur ami, qui lui succède à la tête du pays. Vous êtes dans la nouvelle saison de Parle. C'est bon de vous revoir. Commençons. Thomas Sankara fut président du Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987, assassinat vraisemblablement commandité par Blaise Compaoré. Vous avez des regrets ? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Pendant les 4 années durant lesquelles il exerça le pouvoir, Thomas Sankara mena une politique révolutionnaire dans le sens où il tâcha de renverser les rapports de force traditionnels. Au sein de son pays d'abord, en substituant au pouvoir des chefferies traditionnelles des comités de défense de la révolution censés gérer au nom du peuple la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation de produits locaux. Sur la scène internationale ensuite, où il tâcha de bâtir une relation basée sur l'interdépendance et non plus sur la soumission. Je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Ce discours que prononça Thomas Sankara en 1984 à la tribune de l'ONU est l'un de ses plus célèbres et il y a de très bonnes raisons à cela. Par ce discours, il prend position sur la carte du monde et il recrute ses alliés. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce fourre-tout méprisé. Le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Par ce discours également, il désigne ses ennemis. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique, du club de ceux qui détiennent le droit de veto, est une injustice qui doit cesser. Dans ce discours encore, il s'est mêlé un propos clair et des idées subtiles. Tous les nouveaux maîtres à penser, sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse de milliards d'hommes en haillons, effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leurs discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus, en nos lieux et places, des concepts miracles. Et surtout, au-delà de la défense des intérêts de son seul pays, il parvient à donner à son propos une portée universelle.
Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre lutte. Et pourtant, malgré toutes ces qualités, ce n'est pas dans ce discours que l'on va trouver ce qu'il y a de plus remarquable dans la rhétorique de notre orateur non aligné. Retrouvons Thomas Sankara quelques années plus tôt. En 1980, un coup d'État militaire met la main sur le pouvoir. Thomas Sankara n'y participe pas, mais il ne s'y oppose pas non plus. À l'époque, Thomas Sankara jouit d'une belle popularité auprès de la jeunesse parce que son style et son franc-parler détonnent avec les politiciens traditionnels. Il est donc nommé en septembre 1981 secrétaire d'État à l'information du gouvernement du colonel Césaire-Beau. Mais lorsque le gouvernement décide de supprimer le droit de grève, Thomas Sankara s'y oppose et donne sa démission. Le gouvernement la refuse. Thomas Sankara risque donc à présent de se retrouver pieds et poings liés à un gouvernement dont il ne partage ni les valeurs ni les méthodes. Et c'est par un coup d'éclat rhétorique que Thomas Sankara va réussir à sortir par le haut de cette situation. Le lendemain de sa démission refusée, Thomas Sankara est censé ouvrir le Festival international de cinéma africain. Son discours sera retransmis en direct à la télévision et à la radio du pays. On ne commande pas l'inspiration d'un artiste sur la base d'un décret, sur la base d'un arrêté, sur la base d'une ordonnance. L'inspiration de l'artiste est libre. Rapidement, le public réalise qu'il ne s'agit pas d'un simple discours de circonstance. À la tribune, Thomas Sankara est en train de rallier le peuple et de défier le gouvernement. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Avec ces mots, Thomas Sankara devient immensément populaire. Il va le payer pour un temps, car les colonels vont le faire arrêter et le mettre en résidence surveillée. Mais Thomas Sankara vient de conquérir un pouvoir que plus personne ne pourra lui contester, le soutien du public. Et c'est pour ça que je vous incite, vidéo après vidéo, contenu après contenu, à pratiquer la rhétorique, à partager des choses utiles, intéressantes, motivantes. Vous toucherez alors à ce que Thomas Sankara avait compris, une bonne rhétorique vous permet de vous hisser en parasitant la hiérarchie. Avançons un peu dans le temps. Le 7 octobre 1982, un nouveau putsch va renverser le pouvoir et il est cette fois commandité par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Pour rallier les jeunes officiers à leur cause, les putschistes affirment agir au nom de Thomas Sankara. Bien qu'on lui force la main, Thomas Sankara assume d'occuper le devant de la scène et impose aux rebelles la création d'un comité de salut du peuple. Mais ce conseil ne parvient pas à un programme commun, il n'y a pas de consensus si ce n'est sur la nécessité de lutter contre la corruption. Il y a en effet au sein de l'armée une scission entre les anciens qui souhaitent juste prendre le pouvoir sans bouleverser les équilibres traditionnels de la société et le courant progressiste incarné par Thomas Sankara qui aspire à un changement plus profond. Pour faire tenir ensemble le nouveau pouvoir malgré tout, le conservateur Ouédraogo sera nommé président de la République et il désignera Thomas Sankara comme son premier ministre. Thomas Sankara va profiter de ses nouvelles fonctions pour se faire connaître sur la scène internationale, notamment à l'occasion d'un discours très remarqué au sommet des non-alignés qui se tient en Inde 2 mois après qu'il fut nommé premier ministre. Nos pays ne veulent plus de l'ordre économique ancien, bâti sur la suprématie incontestée et le diktat du plus fort, organisé autour des échanges à sens unique. Mais Thomas Sankara ne compte pas abandonner sa conviction que le pays doit changer de l'intérieur. Et c'est une nouvelle fois par le discours qu'il va tenter de changer les rapports de force. En vous réunissant à Bobo Dioulasso, vous apportez un démenti cinglant à l'impérialisme, à la réaction et à toutes les forces qui s'opposent au progrès. Dans ce discours, Thomas Sankara fait éclater au grand jour la fracture au sein du pouvoir entre la frange conservatrice de ceux qui veulent maintenir le statu quo et la frange révolutionnaire qu'il entend incarner. Il nous faut aujourd'hui comprendre que notre engagement dépend de notre capacité à comprendre, à définir, à démasquer nos ennemis à l'intérieur et nos ennemis à l'extérieur. Nous les avons cités à Ouagadougou, les ennemis du peuple voltaïque. Il ne faut pas avoir honte de les démasquer. Il ne faut pas avoir honte de les dénoncer.
Ce qui est remarquable dans ce discours, c'est que Thomas Sankara ne s'adresse pas seulement à l'esprit de son public, il vise également leur corps. Jeunesse voltaïque, si un jour ces mercenaires que nous attendons de pied ferme venaient ici, seriez-vous prêts à prendre les fusils? Seriez-vous prêts à combattre l'ennemi? Seriez-vous prêts à combattre les valets locaux de l'ennemi? Jeunesse voltaïque, c'est ça la mobilisation. Il ne veut pas simplement changer leur opinion, il veut les engager dans un mouvement. La mobilisation, ce n'est pas coudre des uniformes et organiser des banquets. C'est pour moi une condition d'un discours réussi. Trop souvent, les orateurs se contentent de faire passer un message, de partager une information. Ce faisant, ils s'arrêtent à la moitié du chemin. Ne vous contentez pas de ça. Demandez-vous à chaque discours, à chaque contenu, qu'avez-vous mis en œuvre concrètement pour mettre votre public en mouvement? Et ça passe par deux ingrédients, de la motivation et un plan. Là-dessus, le discours à la jeunesse de Thomas Sankara était un peu trop épicé pour le palais du président. À bas les ennemis du peuple, répétez. À bas les ennemis du peuple. À bas les valets locaux de l'impérialisme. Quelques jours plus tard, Thomas Sankara était à nouveau arrêté, mais il ressortira toujours plus fort de sa captivité. Cette fois, c'est la bonne. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts. Le 4 août 1983, un nouveau coup d'État militaire amène Thomas Sankara au pouvoir. Son programme est de sortir son pays de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales et de la France en particulier. Pour marquer symboliquement cette rupture, Thomas Sankara rebaptise son pays. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Fini la Haute-Volta, il s'appellera désormais le Burkina Faso. Le problème, c'est que le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde et qu'il est donc très dépendant des aides extérieures. Pour redresser son pays, il va tenter de libérer les énergies de son peuple. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. Mettre tout le monde au travail, partager plus équitablement les fruits de ce travail et se débarrasser des profiteurs. Sur le papier, c'est un beau programme, mais cela suppose de bousculer les habitudes, de transformer la vie des gens. Je laisse aux historiens le soin de discuter si Thomas Sankara a su mener son ambitieux projet à bien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au plan rhétorique et au niveau de son ethos notamment, Thomas Sankara s'en est donné les moyens. Ce sacrifice, nous les imposons aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Comment ? En incarnant son propos. Aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il n'allait pas vivre dans le luxe, sachant que son peuple peinait à se nourrir. Il n'allait pas non plus mettre son peuple au travail sans mettre la main à la pâte. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Ces images peuvent sembler anecdotiques, mais on touche pourtant à un point fondamental. Le bon orateur donne l'exemple. Si on demandait à nos politiques de se changer eux-mêmes avant de parler, on entendrait les mouches voler. Que vaut la parole d'un homme qui pousse son public à prendre un chemin qu'il n'a pas lui-même d'abord emprunté? Commencez donc par vivre avant de parler. Je m'immisce dans ce générique de fin pour vous dire d'abord que je suis très content de vous retrouver. Comme vous voyez, j'ai déménagé, on est dans un nouveau cadre et je commence progressivement à retrouver un rythme de travail normal. Donc je vais maintenant progressivement tenter de reconquérir un rythme régulier de publication sur cette chaîne. Je voulais également vous dire que j'ai lancé un podcast en duo avec Xavier Delmas. Vous avez le lien vers ce podcast en description de cette vidéo. C'est un podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et de création de contenu, donc si ça vous dit, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, je vous remercie de m'accompagner dans cette aventure, c'est un vrai plaisir de partager toutes ces belles choses avec vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.